Retrouvez tout de suite une rencontre à la librairie Ombre Blanche, enregistrée samedi 28 mars 2026, avec l'autrice, scénariste et réalisatrice Hélène Zimmer, autrice en 2017 de Fairy Tail aux éditions POL, ainsi que de Véron en 2019 et de Dans la réserve en 2023. Elle présentait ce jour-là en dialogue avec Brice Torrecillas les dernières écritures, romans édités chez POL, qui s'inspirent des pressions conservatrices actuelles sur l'enseignement, des débats sur la liberté pédagogique et du rôle des adultes face à la crise écologique, pour livrer une fine comédie de mœurs. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi, au nom de la librairie Ombre Blanche, d'accueillir Hélène Zimmer pour les dernières écritures parues chez Paul. Une petite présentation biographique. Elle a grandi dans les Yvelines. Elle a vécu enfant aux côtés de sa mère, Anne Zimmer, comédienne engagée dans le théâtre Forum. Il faut m'expliquer, peut-être on pourrait commencer par ça. Hélène. Ouais, alors le théâtre Forum, qu'est-ce que c'est ? C'est une forme de théâtre qui a été inventé par Augusto Boal au Brésil. Et le principe, c'est de travailler avec des groupes de personnes qui racontent des expériences souvent d'injustice. Et en fait, à partir de toutes ces expériences, il y a un spectacle qui se crée, où il y a une succession de scénettes avec des séquences comme ça, un peu de domination. Et le public, à tout moment, peut intervenir, remplacer la personne qui est victime d'une injustice et trouver à l'impro des solutions. D'accord, parfait. À l'adolescence, alors je note ça parce que ça a peut-être un petit rapport avec les dernières écritures. Vous avez été plusieurs fois exclu des établissements scolaires que vous fréquentiez. Mais encore une fois, je répète, on y reviendra. Section sport-études, puis classe préparatoire à l'école normale supérieure. Vous avez un parcours vraiment pas banal. Quelques rôles en tant qu'actrice, mais vous reprenez ensuite des études de lettres. Vous jouez dans plusieurs films. A priori, le métier d'actrice ne vous intéresse pas. En revanche, celui de réalisatrice vous tente davantage. En 2015, premier long métrage dédié à l'adolescence, à 14 ans. Vous obtenez le prix spécial du jury lors du Festival du film de Tribeca 2015 organisé à New York. La même année, vous co-scénarisez Le journal d'une femme de chambre de Benoît Jacot avec Léa Seydoux, film nommé au César 2016 pour le César de la meilleure adaptation. En 2017, votre premier roman, Fairy Tail, est-ce que je le prononce correctement ? Oui, tout à fait. Aux éditions POL, prix Marie-Claire 2017, coup d'essai, coup de maître. Puis 2019, Véron, le titre donc de votre roman, et 2023, Dans la réserve, qui a été finaliste du prix du roman d'écologie 2024. Vous ne délaissez pas l'écologie, puisque les dernières écritures, j'allais dire, irradient, rayonnent de ce message-là. Vous publiez quelques articles également dans des journaux comme Libération. J'ai rien oublié d'essentiel ? Non, merci pour ce parcours. Non, merci à vous, c'est votre parcours. Donc, les dernières écritures, je vais vous laisser le présenter, vous le ferez bien mieux que moi. Il s'agit de l'histoire de Cassandre Mercier, une professeure de français au collège qui prend en tout cas une décision plutôt surprenante. Laquelle ? Alors, c'est une enseignante qu'on découvre dans le livre à un moment de sa vie où elle perd toute forme d'idéalisme. Elle sort d'une rupture amoureuse et donc c'est comme si à partir de ce moment-là, elle voit le monde pour ce qu'il est, sans sublimation. Et son métier devient plus difficile. Elle a l'impression de ne servir de pas servir à grand chose. Et dans ce moment un peu de gouffre, elle s'accroche à un livre qui lui semble porter une vérité qui est la plus importante à transmettre dans le monde contemporain. Et donc elle décide d'enseigner ce livre à ses élèves, qui est un livre qui recense toutes les dernières ressources terrestres et qui raconte l'effondrement de la biodiversité à l'aune du réchauffement climatique. Et qui s'intitule Le Bilan.
C'est en écho à un ouvrage qui existe déjà, non ? Je me suis inspirée des rapports du GIEC, avec l'idée de voir... En fait, les rapports du GIEC contiennent a priori des informations qui sont essentielles, inratables, et pour autant, très peu de gens les lisent. Et ce mystère-là, autour de ces textes, m'inspirait en tant qu'écrivaine, et c'est comme ça que j'ai inventé le bilan. J'ai vu également, mais vous me direz si c'est un fake, le grand livre du climat de Greta Thunberg et de divers scientifiques paru en 2002. Vous ignorez ou pas ? Ouais, non, c'était pas, ça faisait pas partie de mes inspirations. D'accord, mais a priori, ça rejoint vos préoccupations. Alors, j'allais dire plus anecdotiquement, ça ne l'est pas. Il y a dans ce livre-là, outre ce message écologique, je ne sais pas si vous avez apprécié le mot de message, mais en tout cas, un regard sur l'institution scolaire. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu souligner dans votre biographie que vous aviez été exclu des établissements scolaires. On découvre une professeure qui pose sur cette institution un regard très, à la fois très, comment se dire ça, acide et désabusé. Alors, juste sur l'exclusion, en fait, les biographies comme ça qui sont reprises, c'est des phrases comme ça qui, réchappées des contextes, deviennent des vérités qui n'en sont pas. Moi, j'avais par moment des petites... pendant 2 jours, je pouvais pas retourner au collège, mais je me suis pas fait exclure définitivement d'un établissement. Ce n'était pas... Moi, si j'ai insisté là-dessus, c'était parce que j'avais imaginé, à la lueur de ce que j'ai découvert, que vous aviez, vous aussi, ce regard désabusé ou acide, je reprends mes termes, sur l'institution scolaire, et que c'était aussi une espèce de règlement de compte. Non, pas du tout. Alors, c'est pas du tout l'idée. En fait, ce personnage de professeur, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une figure de transmission. Et je suis plutôt partie de moi, mes préoccupations en tant que parent. Ouais. En fait, face à mon enfant, je me demande ce que je dois lui raconter du monde d'aujourd'hui. Est-ce que je lui raconte une vérité qui est terrifiante, ou est-ce que j'essaye d'alimenter ses rêves, parce que c'est comme ça qu'il aura envie de construire et de se dépasser, tout en ayant l'impression de ne pas accomplir vraiment mon devoir de protection, puisque je lui dissimule quelque chose d'essentiel, en fait, sur le monde tel qu'il est, sur l'effondrement de la biodiversité, du vivant. Donc je suis plutôt partie de cette préoccupation-là que j'ai transposée dans un personnage qui a la possibilité d'influencer un groupe d'individus plus large qu'une famille, c'est-à-dire plusieurs classes. C'est comme ça que j'avais envie de construire Cassandre. Et puis sur les institutions, donc dans mon précédent livre, dans la réserve, je m'intéressais à la crise écologique à travers des parcours de personnages qui sont plutôt des militants. Là, pas du tout. C'est des personnages qui, a priori, ont un pouvoir social, mais qui ont du mal à le mettre en application. Et j'avais envie de voir comment le concept de fin du monde entrait en résonance avec les grosses institutions que sont l'école et la justice. C'est plutôt comme ça que j'ai investi la chose. D'accord. Est-ce que vous pourriez, par curiosité, je vous pose cette question, indiquer le déclic premier ? Comment ça naît un livre et comment ça naît ce livre ? Vous m'avez dit que c'était le regard que vous pouvez posiez sur votre enfant, faut-il lui dire la vérité, etc. C'était ça le déclic, écrire pour lui d'une certaine manière ou pas ? Comme je reste vraiment du point de vue des adultes et que c'est leur impuissance adulte qui m'intéresse, c'est pas un livre que j'ai écrit pour la jeunesse, mais en tout cas ce que je racontais, ça m'a inspirée. Je crois que je suis partie d'une lassitude face à ce concept de fin du monde que je trouve écrasant, que je n'arrivais pas à évacuer de mon esprit en faisant des choix très quotidiens, enfin voilà, et dont j'avais envie de me débarrasser. J'avais envie de voir comment d'autres personnages faisaient avec ça, mais il fallait que j'invente une intrigue quand même assez importante pour qu'il soit vraiment ébranlé par la fin du monde aujourd'hui, dans un monde très contemporain et pas post-apocalyptique.
L'intrigue alliée, il y a aussi l'écriture, ça s'appelle les dernières écritures, avec une structure d'une grande originalité, puisqu'on commence par un journal intime, après on bascule dans toute autre chose. Ça s'est imposé tout de suite, cette manière de faire? Ouais, j'ai longtemps réfléchi à la structure, autant qu'à cette affaire, à ce qui pouvait conduire une prof à se défendre d'avoir fait lire un livre qui n'est pas fondamentalement interdit, mais qui n'est pas fait pour les adolescents. Et donc la structure, en fait, je l'ai pensée de la façon suivante. Pour moi, ce livre, c'est une progression vers le théâtre social, le théâtre de la justice, comme un lieu où chacun endosse un costume, un rôle, et va performer ses idées. Mais donc au départ, j'avais envie qu'on ait accès à ces personnages-là dans leur vie quotidienne, qui est du coup complètement en décalage avec les idées qu'ils portent sur le devant de la scène. Et donc je suis partie de la part la plus intime des personnages, qui est racontée dans ce journal de Cassandre, et puis ensuite, dans une deuxième partie, j'ai décadré un peu. On est avec 3 nouveaux protagonistes qu'on prend... avocats et autres. Voilà, 2 avocats, un scientifique, et on découvre des éléments biographiques un peu plus étoffés. Et 3e partie, la justice. Chacun joue un rôle, et ce journal va prendre une autre tonalité, parce qu'il va être épluché pour essayer de comprendre qui est cette professeure et qu'est-ce qui se cache derrière son intention de transmettre son livre. On va y revenir, mais pour prolonger ce que vous disiez, effectivement, ça c'est une trouvaille et une vraie singularité d'exploiter dans ce cadre-là l'intimité de chacun des protagonistes, ou presque. On les accompagne, on les découvre plus presque qu'il ne faudrait pour alimenter votre intrigue, mais c'est passionnant. Et un des aspects importants de votre livre, à mon humble avis, c'est le rapport au couple, à l'amour. Je voulais incarner de façon très personnelle, en fait, cette idée de fin du monde. Et donc, il me semblait que la fin des familles, avec le divorce, les séparations, la fin de l'amour, et donc la fin d'une forme d'idéal, il me semblait que c'était la meilleure manière de le faire. C'est vrai. Il y a Thomas et Audrey, Guillaume et Céline, Bertrand et Elsa. On n'est jamais dans le confort, hein. Non, on n'est pas dans le confort. Non, c'est des personnages en crise. Ils vivent une fin du monde. Il y a 4 fins du monde, et la grande fin du monde qui les unit tous et qui vont réussir à dépasser par le débat, en fait. Allez, il est temps d'expliquer comment réagit l'institution scolaire. Écoutez, je vous propose de lire un tout petit extrait, mais qui, page 48, résume, me semble-t-il, l'enjeu du livre de ce point de vue-là, outre ce que nous avons dit sur l'intimité de chaque protagoniste. Céline pousse la porte entr'ouverte de Sarah. Céline étant l'avocate de Cassandre. Je ne sais pas quoi faire de Cassandre Mercier. Son doute résonne dans le vide. Elle tourne autour du fauteuil en cuir blanc, cherchant à joindre son associé. Ça sonne étranger. Elle pose une fesse sur le bureau en réfléchissant à l'affaire qui vient d'être renvoyée par l'instruction devant le tribunal de Melun. La prof de français comparaîtra pour harcèlement moral. Le parquet lui reproche de s'être engagée dans une propagande écologique, aboutissant à un climat de terreur dans sa classe. Elle aurait provoqué la tentative de suicide de l'une de ses élèves et l'émergence de troubles de l'anxiété chez d'autres. Suspendue par sa direction, elle reste dans l'attente d'un conseil de discipline. La victime, plongée dans un coma artificiel après sa tentative, s'est rétablie sans séquelles. Ses parents se sont constitués partie civile. Céline n'a jamais défendu de femmes en correctionnel. Elle défend des hommes accusés de crimes, ceux qui courent après la liberté. Ça rassure la claustrophobe qu'elle est. Sur cette terre, les rois de l'évasion lui en doivent une. Elle sursaute quand Sarah finit par décrocher. Merci. Et donc, on a cette question, est-ce que Cassandre, il ne faut pas ajouter le A, Cassandre Mercier est coupable ou non d'avoir imposé cet ouvrage à ses classes, et est-ce que la tentative de suicide de la gamine est due à ce choix-là? Je peux vous poser la question directement.
vous trouveriez normal qu'on étudie les rapports du GIEC plutôt que, je vais citer des auteurs prestigieux que vous citez vous-même, Montaigne, Rousseau, Balzac ou Diderot? Quelle responsabilité on a dans la transmission des connaissances? Quelles connaissances on estime fondamentales, essentielles pour construire la société, et quelles connaissances on pense qu'il faut délaisser parce qu'elles appartiennent à une civilisation qui n'a plus cours. C'est toutes ces questions-là que j'avais envie de porter, en fait, et vous avez les réponses au procès. Ce qui empêche les réponses, c'est la diversité de nos existences et de nos intérêts personnels. C'est ça qui crée à un moment le mur, en fait, et aussi le consensus. Donc moi, j'avais envie de voir comment deux camps opposés, l'un défendant l'importance de transmettre la vérité à la société pour qu'elle puisse derrière se reconstruire en toute connaissance de cause, et l'autre camp qui défend le droit à la poésie, à l'idéal, pour construire un horizon de civilisation enviable. J'avais envie de voir jusqu'où il pouvait porter le débat. Après, en toile de fond, ce qui se joue aussi, c'est la question de la responsabilité face à la détresse de cette adolescente. Est-ce que c'est l'école qui est responsable de son mal-être, ou est-ce que c'est les parents? Et donc, encore une fois, l'affaire permet d'aborder le mal-être de cette jeune fille sous plusieurs angles. Tout à fait. Je ne vais pas trancher puisque la réponse est dans le livre. Oui, bien évidemment. En revanche, voilà, l'idée, encore une fois, je reprends cet adjectif singulière de votre livre, c'est d'avoir utilisé, entre guillemets, une prof de français. Parce que, après tout, le bilan aurait pu être l'objet d'un cours d'économie, alors que vous avez voulu mettre en face à face, je reprends Montaigne, Rousseau, Diderot, et un livre qui n'a aucune vertu littéraire. Alors, a priori, puisqu'après vous elle va puiser dans ce texte objectif et neutre la littérature, la poésie et l'élan, en fait. Elle va saisir une histoire à l'intérieur de ce livre. Donc pour elle, si ce livre lui parle, c'est qu'il photographie le monde tel qu'il est, sans aucun filtre. Et à ce titre, c'est une création qui est inouïe, en fait. Et c'est pour ça qu'elle veut l'explorer avec ses élèves. Après, elle, en tant que prof de français, elle s'interroge sur la morale, et pour elle, c'est son devoir que de placer l'écologie au centre de la réflexion humaine, en fait, et du raisonnement. Pardonnez-moi de vous couper, les profs doivent-ils veiller à la survie du savoir ou à celle des élèves? Oui. C'est ce qu'elle vient, par son geste, c'est ce qu'elle vient questionner. Votre livre s'intitule Les dernières écritures. On peut voir aussi que le bilan, puisque tel est le titre du livre qu'a choisi d'exploiter la prof de français, prend sa source, ses origines dans les premières écritures. Et expliquez-nous. Alors, ce que voit Cassandre dans ce texte qui fait donc l'inventaire des dernières ressources, c'est finalement une tentative de recensement qui était un peu la même que celle qui s'est faite par les Mésopotamiens à l'origine de l'écriture. Au départ, l'écriture a été inventée pour compter toutes les denrées qui permettaient à des communautés de survivre. Et donc, elle se dit que ce texte recense ce qui nous permettra de survivre. Mais que, comme il recense toutes les dernières ressources, finalement, il accomplit la fonction de l'écriture. Et que, par ce geste, il tue définitivement l'écriture. Et que peut-être, ça va permettre à la société derrière de se réinventer. Parce que l'écriture, c'est 5000 ans d'histoire humaine, donc c'est très peu. Et peut-être qu'en étant émancipée
de toutes ces traces, de tout ce système, de toute cette mémoire en fait écrasante, l'humanité pourra retrouver une forme de liberté et mais il y a de nouvelles l'esthétique là, histoires. vous jetez l'eau, le bébé avec l'eau du bain, parce qu'il y a l'esthétique dont on peut pas se passer. Moi, par exemple, dans votre livre, puisqu'il y a une Elsa, il y a régulièrement, en tout cas quelquefois, des vers d'Aragon. Ça, on peut pas en faire l'économie quand même, dites-moi. Et puis, pour prolonger ma question, quand je lis Balzac, Diderot, ça ne tient pas la route, ça nous fait frémir, nous autres amoureux de... Ça ne tient plus la route, ou je sais plus comment c'est tourné. Nous autres amoureux de la littérature, ça nous fait frémir. Et je veux croire d'ailleurs que ça vous faisait frémir aussi en l'écrivant. Mon idée, c'est pas de dire que la poésie ne sert à rien, mais quand la poésie est récupérée par le capitalisme, par exemple, à quoi ça sert ? À quoi sert le fantasme si ça nourrit une machine qui écrase l'humanité ? De quelle manière ? Expliquez-moi mieux. Expliquez-moi comment des poésie... recueils d'Aragon ou un livre de Diderot est récupéré par le capitalisme. Alors, c'est pas encore, c'est pas du tout raconté comme ça dans le livre. Bien évidemment, là, c'est au fil de la discussion. Non, c'est vraiment le concept d'idéal face à celui d'objectivité. Alors que a priori, on peut se dire que l'humanité a besoin d'idéal pour se transcender et pour s'accomplir. Ce que Cassandre vient dire, c'est mais cette objectivité-là, si elle existe aujourd'hui dans des grands rapports comme ça, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire et que pour l'instant, on n'est pas capable d'entendre. Mais peut-être que si on l'entendait, on progresserait. Peut-être qu'il y a une barrière qu'on n'arrive pas à lâcher parce que ça nous met dans l'inconfort. Mais peut-être qu'il faut prendre le monde pour ce qu'il est pour réussir à le reconstruire. Que tant qu'on est bloqué dans une forme d'idéalisme, on garde une vision peut-être immature du monde et que l'action ne peut pas s'accomplir jusqu'au bout. Cassandre se bat contre l'institution. En plus, je ne sais même pas si elle se bat d'ailleurs. Elle subit l'institution. Elle subit aussi la pression des parents, dont on découvrira qu'ils sont peut-être moins purs ou moins blancs qu'ils le prétendent. Oui, voilà, cet aspect-là est assez important, non ? Alors, je disais tout à l'heure, les personnages de ce livre sont pas des militants. Donc au départ, Cassandre, elle est pas syndiquée, elle milite pas pour l'environnement. En fait, elle commet cet acte que personne d'autre ne commet parce qu'elle ne croit plus en rien. Donc il y a une forme de nihilisme, c'est un geste presque punk, et ça la met à une place de militante, mais qu'elle refuse d'endosser complètement. Donc c'est un livre aussi sur les projections qu'on se fait des uns et des autres et sur la façon dont on va investir d'autres personnes d'un pouvoir qu'on refuse d'endosser soi parce qu'on a trop à perdre en fait. Il y a un personnage sur lequel j'aimerais qu'on parle de ce personnage pour mieux construire ma phrase, c'est Bertrand. Parlez-nous de Bertrand. Bertrand, c'est le personnage qui veut garder son idéal et son âme d'enfant et qui en fait a été détruit par ça. Bertrand, c'est un scientifique, biologiste marin, qui est devenu spécialiste des éponges pour obtenir une bourse. Au départ, les éponges, il trouvait ça pas très intéressant. Et avec le réchauffement climatique, voyant que c'était une espèce très résiliente, il a compris qu'en fait, c'était passionnant. Il est invité à coécrire le bilan. Et pendant la promotion de ce bilan, passant de COP en gros sommets environnementaux en sommets environnementaux, face à des décideurs politiques qui ne font pas grand-chose des données qu'il livre, il sombre dans un désespoir. Et il se dit qu'en fait, le savoir parfois est contre-productif puisque ça empêche de passer à l'action, ça inhibe, c'est trop désespérant de savoir que tout est terminé. Il y a un sentiment d'à quoi bon. Donc, à partir de là, de cette décompensation psychique qui se joue, il va essayer de s'adapter à la fin du monde en devenant ascète, en devenant
survivaliste. Enfin voilà, il va essayer de trouver son chemin et finalement, au tribunal, il vient se donner tort. Il vient dire que la pire erreur de sa vie, c'était d'avoir participé à ce livre, parce qu'en fait, la vérité de ce livre a tué son âme d'enfant. C'est un livre, je me posais la question, qui est arrivé facilement, ou qui vous a donné du fil à retordre? Il m'a demandé beaucoup de temps de réflexion sur la construction et puis sur voilà, le canevas comme ça que je voulais tenir très serré jusqu'au bout, autour de l'affaire, tout en permettant de vraiment vivre avec ces personnages, les 4. Donc voilà, ça m'a demandé de la réflexion et en même temps, il y avait quelque chose de très... ça m'a emporté, en fait. De la même manière que, aussi. Je que vous les pose la question personnages... parce qu'il y a une fluidité. Et on imagine que vous écrivez au fil de la plume, mais c'est peut-être pas vrai. C'est assez vrai. Non, en fait, je voulais que cette fin du monde, elle amène autre chose chez chacun des personnages. Donc, il y a une forme comme ça de métamorphose. Et donc, ça, c'est un carburant, en fait. Donc, pour moi, ça a été un carburant à l'écriture. On peut avoir un petit extrait justement de cette écriture-là. Alors là, c'est dans le journal de Cassandre. Tout ce plastique qui colore la terre, ce ciel sous serre, ces gens qui se cachetonnent pour retrouver le sommeil et le sourire qui va avec, tout cela qui s'appelle la vie, m'égaie fort. J'en ai fini avec le vélo, boulot, dodo. Je pédale avec ardeur, j'entre dans la chaleur moite de la classe sans être à fleur de peau. Et le soir, je roupille comme un loir. Les débats entre collègues ne me donnent plus l'impression d'être coincée dans un embouteillage. Je me laisse traverser sans mal par les histoires de décrochage scolaire, de révision budgétaire. Si ce n'est l'extase, ça ressemble au goût de vivre, qui m'avait quittée depuis Grand C, peut-être avant. Toute l'année, je me suis levée en écoutant le service public. En buvant mon café, j'ai entendu la fin de tout, tous les matins, fin des temps, fin du monde, fin de l'humanité, fin du civisme, fin de l'espoir, des énergies fossiles, de la paix. Tous les jours, la fin du jour. 2 heures plus tard, je faisais face à la génération qui ne connaîtra que ça. Les enfants, la vie est terminée, mais avant que tout disparaisse, laissez-moi vous bassiner avec quelques métaphores. Métaphores qui ne vous seront d'aucune utilité pour ce qui vous attend. Car direz-vous autre chose que le feu, le jour où vous verrez les flammes embraser les nuages? Parlerez-vous de brûlures d'orgueil tressées vers le ciel? Réclamerez-vous autre chose que l'eau, quand vos yeux plongeront dans les lacs vides? Vos larmes pourront-elles seulement couler face au globe peroxydé? Et quand vous plongerez les mains dans la terre grise, votre mémoire laissera-t-elle affleurer les proverbes séculaires? On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Aurez-vous peur de rester en carafe, dépourvu de bons mots, ou fuirez-vous sans vous poser de questions? À trop vous regarder, je perds ma grammaire et le sens des choses qui va avec. Vous brassez ce livre brasse des questions fondamentales. C'est l'écologie, effectivement, le devenir de notre planète. C'est l'institution scolaire, l'éducation, et c'est la littérature aussi. Il y a le rôle de l'écrivain, page 66. Il y a un dialogue. Nous n'avons qu'une constante, nous les écrivains, nous voulons donner forme à ce qui nous échappe, nous puisons le souffle de la création dans la ruine, nous sommes là pour rattraper les scories de l'existence, nous sommes condamnés à refaire le monde encore et encore, à réécrire le même livre, vous nous avez dépassés. Et il y a une espèce de... C'est ce qui, encore une fois, pardon d'insister là-dessus, mais ce qui peut mettre mal à l'aise, mais c'est tant mieux, c'est très bien d'être poussé dans l'inconfort. Les passionnés que nous sommes de littérature, votre extrait là le prouve. On est secoué parce que on se dit merde, si l'esthétisme, si la littérature, si la beauté, si la pensée aussi, parce que voilà, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, c'est de la pensée. Si tout ça ne vaut pas un pet de lapin, qu'est-ce qui nous reste? Je partage le questionnement. Ouais. Je pense que c'est impossible de se passer de sublimation et oui, en même temps... C'est le mot sublimation, voilà.
Oui, et la sublimation, c'est quoi ? C'est la transcendance, c'est une part de jeu, c'est être capable de regarder le monde différemment pour en tirer autre chose, pour sortir aussi des habitudes qui peuvent être délétères, etc. Et en même temps, le rôle des institutions, le rôle des responsables, des parents, des professeurs, des responsables politiques, c'est aussi de prendre les problèmes pour ce qu'ils sont, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut apporter une solution concrète et efficace. Donc la crise écologique nous travaille à cet endroit-là, je pense. Personne n'a envie de croire à la fin du monde. Personne. C'est ce sentiment d'inéluctable qui nous concerne tous et voilà, avec lequel on se balade toute notre vie en fonction de ce qu'on traverse comme épreuve. Là, il devient autre chose. Ça devient une épreuve collective. Et puis, si on écoute les scientifiques, c'est une réalité. Donc, ça prend une charge différente. Et je suis pas sûre que la poésie nous donne des réponses en fait à la crise écologique. Et comment vous situez-vous justement en tant que créatrice, en tant qu'écrivaine ? Tout à l'heure, j'ai employé le mot déclic en vous demandant quel était le déclic de ce livre. Mais quel a été le déclic de votre vocation ? C'était justement cette notion, alors c'est toujours des mots un peu galvaudés, d'engagement, de militantisme, mais vous comprenez ce que je veux dire, le besoin de faire avancer les choses et de transmettre des idées, c'était ça ? Oui, je pense qu'il y avait une forme... en tout cas, je me pose toujours la question de l'utilité du livre que je suis en train d'écrire. Par contre, je me lance pas dans un livre en me disant ça, je veux le transmettre. C'est plutôt ça, je veux le comprendre. Donc, je vais inventer une histoire, des personnages et une problématique, enfin voilà, une intrigue qui va me permettre, moi, d'avancer dans ma réflexion. Le recours à la fiction, c'est ceci. Enfin, oui, parce que... à cela, ouais. Oui, complètement, parce que c'est un monde qui tient pour lui tout seul et dans lequel la prise de risque est complètement différente que dans la réalité. On peut aller beaucoup plus loin et que ce soit pour moi comme pour les lecteurs, on peut garder une forme de distance amusée qui nous permet justement de prendre en charge des questions plutôt pardon. Il y a de l'humour, oui. C'est l'idée, voilà, pour moi c'est un livre tragicomique où l'impuissance prête à sourire parce qu'on voit bien que les personnages ne font pas tous leurs meilleurs efforts, mais qu'à un moment ils sont tous obligés de prendre leurs responsabilités et que le résultat n'est pas complètement désastreux, mais pas à la hauteur du gros problème qui se présente, qui est voilà, la crise écologique. Avant d'arriver sur cette estrade, nous avions discuté, on avait dit qu'il fallait éviter le piège de croire que c'est un livre trop conceptuel. Alors, je me permets d'insister, effectivement, quand vous parlez des personnages, de leur parcours, c'est aussi ça, ce livre. C'est-à-dire qu'on découvre des Thomas, des Guillaume, voilà, et chacun se débrouille avec son propre destin, au-delà de la cause même écologique ou de cette fin du monde inéluctable. Oui, c'est important pour moi. Alors là, je pense vraiment d'abord en tant qu'écrivaine de me projeter dans la vie de mes personnages, même plus qu'important. C'est ça que j'ai envie de faire en fait. Je disais tout à l'heure que j'avais besoin de dépasser, voilà, mon agacement, le fait de me sentir coincée avec ce concept de fin du monde et que j'avais envie de voir comment d'autres personnages se débrouillaient avec ça. Et voilà, c'est un moment, du coup, c'est comme un acteur en fait qui va jouer un autre personnage. Ben moi là, j'ai joué 4 personnages différents. Inès, d'où ces personnages ? C'est ce qui permet de créer une langue. Inès, pour faire une réponse très abstraite. Je pense que ça naît peut-être de tourments, de paradoxes qui obligent à faire exister plusieurs voies pour trouver une réponse en fait. C'est une façon d'éclater l'identité ou les problèmes et de les dispatcher comme ça sur plusieurs individus différents. Après, c'est l'inspiration, ça vient d'où ? Enfin, ça vient quand même beaucoup de la vie, des personnes qu'on rencontre et puis des moments qu'on a envie de retraverser, mais avec un autre point de vue, en fait. Donc, c'est un peu tout ça, c'est un peu mystérieux. C'est bien de laisser... de pas savoir exactement comment Inès.
Mais donc, c'est des destins comme ça, très incarnés. Et comme je disais tout à l'heure, dans cette progression de la part intime à la part jouée, le conflit entre l'humanité et l'humanisme qu'on vient défendre, je le trouve... moi, ça m'amuse beaucoup à faire. Je me tourne vers vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Peut-être plus une remarque qui pourrait amener une question. Moi, la lecture de votre livre, effectivement, il y a quelque chose on est pris dans une mécanique romanesque très engageante. Mais je vous remercie d'avoir lié les institutions, l'institution scolaire, l'institution judiciaire, avec cette idée d'éco-anxiété qu'on a un peu tous en nous. Et moi, ce qui m'a, à la fin du livre, je me suis dit, effectivement, cette présence du judiciaire m'a permis de mettre en relation mon éco-anxiété avec cette idée de justice. Et je trouve que c'est important, en fait, de lier ça. Parce que, au-delà du militantisme, il y a cette idée que qu'on est dans un monde qui n'est pas juste et qu'on a débloqué, on a déréglé ce climat et que c'est ça qui n'est pas juste. Je sais pas comment vous le percevez ou si c'était... Oui, c'est la question de la justice environnementale. Mais disons que, encore une fois, je vais faire que me répéter, mais je raconte le spectacle de l'impuissance. Donc en fait, on a 4 personnages qui pourraient changer les choses, qui essaient de comprendre l'éco-anxiété d'une adolescente et à travers elle, vu que c'est une figure assez évanescente, en fait, celle de toute sa génération, et qui n'arrivent pas. Qui n'arrivent pas à la comprendre, qui n'arrivent pas à la raconter, et elle reste mutique. Donc c'est une justice qui va peut-être pas encore au bout de ses possibilités, mais dans ce tribunal, Léa, elle est là, c'est le personnage central et ses camarades aussi. Et donc en fait, pour moi, c'est une ouverture sur la façon comment eux, ils vont s'emparer de ça et est-ce que l'institution va survivre en fait à la crise écologique et en fait à l'effondrement civilisationnel que ça va engendrer. Est-ce que les institutions vont tenir? Les personnages adultes y croient et en même temps ils apportent pas les réponses que la jeunesse attend. Donc, J'avais juste une petite question. Le prénom que vous avez choisi, Cassandre, il y a un petit clin d'œil à la mythologie ou pas? Oui, ouais. Oui, la figure, celle qu'on ne veut pas entendre, qui est condamnée à tout jamais à ne pas être écoutée. Moi, j'ai pas lu le livre encore, je vais m'empresser de le faire, mais la question de l'institution, justement, et du coup d'une individualité qui s'empare quand même des défaillances, des silences, des non-dits, et comment, quand l'institution, elle joue pas son rôle, ça oblige ou ça pousse aussi certains individus à essayer de colmater ça, quand même. Oui, c'est vrai, et colmater ou prendre en charge, et donc à devenir vraiment eux-mêmes une figure d'autorité, de pouvoir, mais du coup c'est à l'institution de le porter, du coup c'est forcément pas... C'est trop, quoi. C'est pas tenable. Oui. On va peut-être s'en tenir là. Merci beaucoup. Alors je vous prends au débeauté. On a droit à un tout dernier extrait, juste pour clore si vous avez envie d'entendre un extrait de plus, ouais. Oui, mais moi oui en tout cas, je l'impose. Et je vous laisse choisir. Donc pendant le procès. Et c'est une folie à nulle autre seconde que vouloir se mêler de corriger le monde. Molière le disait déjà en son temps. Quoi de plus absurde que la justice? Trop de dossiers, pas assez de bras pour les porter. Derrière les barreaux, pas assez de place pour les écrouer. Et dehors, pas assez d'argent pour la réinsertion. Avant chaque procès, les citations apprises à la fac reviennent inexorablement à la mémoire de Céline, comme les fables de La Fontaine chez d'autres. La petite musique des fiches Bristol résonne dans sa tête sans qu'elle n'y puisse rien. À l'époque des sacs Longchamp trop lourds, Céline manquait cruellement de culture générale. Elle apprenait les phrases toutes faites par l'histoire pour se mettre au niveau de ceux qu'on avait prédestinés à rendre la justice. Elle recopiait citation sur citation, le poignet crispé par l'ampleur de la tâche. Sitôt écrites, les inscriptions bavaient. Céline faisait des efforts démesurés pour ne pas confondre les noms et les siècles qui avaient accouché de ces aphorismes à dormir debout.
La loi ignore presque le droit. Il y a d'un côté la pénalité, de l'autre l'humanité. Victor Hugo. Ses premiers oraux furent laborieux. Céline écarissait le réel, repartant de chaque cause, déroulant chaque conséquence, cherchant à atteindre l'adhésion universelle. Son dépeçage des faits restait inaudible. Comprenant peu à peu que ce qu'elle devait mettre en pièces n'était pas la réalité dans son ensemble, mais juste le camp adverse, Céline apprit à limiter son champ d'attention. Elle fit sienne la vue du ciel effleurante et suggestive qu'on lui enseignait en amphi, soutenue par des siècles de réimpression. Simple est naturellement le langage de la vérité, et la justice n'a pas besoin d'explications subtiles. Euripide. Ça aurait été dommage de s'en priver. Merci beaucoup Hélène. Merci Brice. Le roman d'Hélène Zimmer, Les dernières écritures, est publié aux éditions POL. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, samedi 28 mars 2026, et réalisée et mise en onde par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.